Bonsoir à tous. Salut. J'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'on est déjà pas mal de participants là sur le chat. Rapidement, je vais me présenter. Donc, je suis Tayeb, je suis CEO et cofondateur de Blend. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Blend, on propose des parcours de formation basés sur des projets d'entreprise. On s'est fait connaître par une pédagogie qui est basée vraiment sur des problématiques métiers, opérationnels, qui permettent aux personnes d'aller à l'essentiel sur les métiers de la data, donc des parcours data science et data engineering. Et du coup, de par ces parcours de formation basés sur des projets concrets, l'avantage c'est que ces formations peuvent regrouper des entrepreneurs, peuvent regrouper des data scientists, peuvent regrouper des data analysts, des développeurs, des designers. Et aussi, on a eu beaucoup d'entrepreneurs ou de porteurs de projets. Donc ça, c'est une cible, honnêtement, qui s'est identifiée au fur et à mesure. Et dans nos parcours, on a eu beaucoup des personnes qui ont commencé les formations, qui plus tard sont devenus nos partenaires et qui même plus tard, on a commencé à travailler ensemble, pour qui on a fait du consulting, ou nous, on préfère l'appeler du coaching, parce que en fait, notre objectif est vraiment de leur donner un maximum de pouvoir pour qu'ils puissent avancer sur leur projet. Et donc, on a identifié enfin, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs et il y en a beaucoup qui, à chaque fois, ils arrivaient, ils nous disaient, on a cherché beaucoup de formations, on n'a pas réussi à trouver une formation pour les porteurs de projets ou pour les start-upers qui permettent vraiment d'aller à l'essentiel et répondre vraiment à nos besoins concrets. Donc, on peut toujours avoir des formations en data théorique, à savoir machine learning, supervisé, non supervisé, ok. Mais maintenant, en tant que start-upper, quel est mon besoin et comment j'y réponds à ce besoin de manière claire, efficace. Et donc, et du coup, on a eu pas mal d'échanges avec ces entrepreneurs et avec Maxime qui va se présenter juste après moi pour ceux qui ne connaissent pas encore. On a décidé de lancer ce workshop-là pour, dans un premier temps, vraiment récolter les besoins. Comme pour ceux qui se sont inscrits, on a vraiment voulu faire en sorte que le workshop soit collaboratif. Donc, c'est pour ça qu'on vous a vraiment incité à exprimer vos besoins. Et là, maintenant, au cours de ce workshop, on a repris tous vos besoins, on les a synthétisés, on les a résumés, on va y répondre un par un. Donc, comment va se dérouler le workshop? On va avoir une demi-heure de présentation avec les différents besoins qu'on a identifiés. Après, on va laisser une demi-heure pour les questions, la session questions-réponses et échanger avec vous directement. Maxime, je te laisse te présenter rapidement. Merci. Ah oui, comme Taïeb l'a dit, nous, en fait, quand on a commencé notre startup, on fait des formations dans les métiers de la data. Nous, on est vraiment parti déjà d'un besoin qui est présent dans l'entreprise, c'est-à-dire d'être opérationnel. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme l'a dit Taïeb, on a eu pas mal de profils, par exemple, d'entrepreneurs, soit qui avaient déjà une entreprise, soit qui avaient vraiment une idée, un projet à construire. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment identifié un petit peu des genres de patterns, c'est-à-dire des besoins un petit peu similaires. Et surtout, on a surtout vu les erreurs qui étaient faites au début. Et ces erreurs, elles sont, je dirais, pas anodines parce que moi-même, je les ai faites dans certains cas quand j'ai commencé Blend, même d'autres entreprises. Et justement, l'objectif, c'est un peu de vous montrer que c'est un très bon projet de se lancer dans la data parce que c'est non seulement c'est à la mode, mais ça aussi, ça apporte beaucoup de solutions. Mais quand on est dans ce genre de projet, c'est pas forcément une histoire de compétences techniques ou non. C'est aussi beaucoup d'autres problématiques dont on n'imagine pas en premier. Des problématiques qui peuvent être liées soit au business sur lequel on va tendre, mais également sur les problématiques de gestion de projet. Quand notamment on travaille avec plusieurs personnes, c'est pas forcément évident. Également des problématiques qui peuvent être plus personnelles, par exemple, comment est-ce qu'on veut mettre en place une solution parfaite du premier coup. Et malheureusement, le spoiler, c'est que la solution parfaite du premier coup, ça n'existe pas. Et donc justement, on a eu cette idée de workshop parce que moi notamment, j'ai beaucoup travaillé d'une part avant Blend en tant que freelance pour des entreprises, notamment des startups, on va dire early stage, donc qui est vraiment où il y avait que 3-4 collaborateurs d'entreprise. Et j'ai vraiment vu justement ce pattern apparaître. J'ai vraiment vu ces erreurs, soit parce qu'on me demandait des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires au tout début, soit parce que même les fondateurs eux-mêmes d'entreprise n'avaient pas une vision très, très claire. Ils avaient une vision métier assez précise, mais dans l'expression du besoin, ce n'était pas forcément évident de devoir le retranscrire d'un point de vue, on va dire, technique. Donc justement, là, vraiment, l'objectif,
c'est de montrer un petit peu c'est quoi déjà les erreurs à éviter, parce que moi, je pense que c'est le plus important. Souvent, une erreur qu'on a souvent, c'est des entrepreneurs qui veulent absolument tout connaître, par exemple. Là, c'est une très bonne chose, mais il faut bien comprendre que tout connaître dans un domaine qui est aussi vaste et en expansion aussi rapidement, bah, ça peut être très compliqué. En fait, ça peut même être contre-intuitif. Et c'est justement ce genre de choses que j'ai remarqué, que ce soit au niveau d'entrepreneurs qui avaient des compétences techniques ou non. Il ne faut pas croire, et ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, que le domaine de la data, le big data, le machine learning, tous ces mots un petit peu buzzword, c'est réservé aux personnes techniques. Pas du tout, hein. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de produits qui sont gratuits, des fois open source, mais des fois qui ne sont pas forcément, qui permettent justement de construire des infrastructures, de mettre en place des solutions d'intelligence artificielle, et donc tout ça sans pour autant avoir des connaissances qui ont été accumulées sur plusieurs années. Donc, non, c'est ça aussi le gros intérêt, c'est que tout entrepreneur peut vraiment bénéficier de l'IA. Pas en tant que business model directement, pour certaines entreprises, l'IA, ce n'est pas forcément le cœur de leur sujet, mais ça peut vraiment les aider énormément. Je prends un exemple, nous, on a travaillé sur la compliance, c'est avec une entreprise qui n'est pas du tout, on ne pense pas forcément à intelligence artificielle au début, et bien pour autant, lorsqu'il fallait segmenter les documents, les classifier de manière automatique, ben, on utilisait du machine learning. Et là, pour le coup, ce n'était pas forcément pour cette entreprise le cœur du sujet, l'intelligence artificielle, parce qu'elle faisait de la compliance. Par contre, le fait de les aider, notamment à catégoriser automatiquement, à détecter automatiquement les mots importants qu'il y avait dans les contrats, dans les reportings, ben, ça leur a fait gagner vraiment un temps absolument énorme. Donc, c'est ça qui est vraiment important, c'est de comprendre les différents enjeux et de comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions sans pour autant, par exemple, passer 6 mois, 1 an à la mettre en place. Donc, du coup, on va peut-être passer à un petit peu tout ça. Je te laisse, Tayeb, pour nous parler un petit peu de tous ces buzzwords, hein, parce que toi, tu les entends en plus en entreprise depuis très longtemps. Rapidement, Maxime, après, si tu peux couper ton micro, comme ça dans l'interne, super. Exactement. Rapidement, peut-être je ne me suis pas présenté. Donc moi j'ai 8 ans d'expérience dans la data. Et maintenant, il y a maintenant un peu 3 ans que j'ai cofondé Blend avec Maxime. Et du coup, dans le cadre de mon parcours, j'ai vu beaucoup de problématiques aux alentours de la data. Donc, que ce soit data gouvernance, machine learning, big data, réglementaire, tout ce qui peut vraiment être autour de la donnée. Et il y a une chose qu'on remarque aujourd'hui vraiment, et dont mon objectif, aujourd'hui notre objectif, c'est que même si le workshop, on a appelé Startup IA, mais qu'on n'utilise plus trop le mot IA. Parce qu'aujourd'hui, alors, il y a vraiment tout un brouhaha autour de ce mot, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de choses, mais concrètement, si on voulait vraiment parler plutôt opérationnel, si on veut parler vraiment entrepreneuriat, si on veut parler besoin concret, le besoin en IA ne veut rien dire. Parce que l'IA, ça veut dire beaucoup de choses, chaque personne pose sa définition. Mon objectif, à la fin de ce workshop, c'est que vous sortiez et que vous sachiez de manière précise quelle est la techno, quel est le framework ou quel est votre besoin et comment y répondre, sans parler IA. Parce que les personnes qui vont parler IA, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est un peu comme ce qu'on fait là aujourd'hui avec le titre du workshop, c'est pour des fins marketing, pour, on va dire, pour atteindre un maximum de personnes. La deuxième chose, c'est vraiment la pédagogie. Et c'est un peu aussi ce qu'on fait aujourd'hui, dans le sens où on a dit IA, pour pas passer, si on vous dit aujourd'hui workshop spécialisé en mise en production, bah, il y a peut-être des personnes qui sont censées être concernées, mais qui passent à côté du workshop parce que pour eux, ils pensent juste IA. Donc, deuxième type de personnes, c'est les personnes qui vont plutôt être dans la pédagogie. Et troisième type de personnes qui sont dans le bullshit. Bon, savoir tous les jargons qu'on peut entendre, outils basés sur une IA, etc. Ça ne va pas dire grand-chose, en fait, en soi. Donc là, l'objectif vraiment de ce workshop, c'est vraiment voir quels sont vos besoins et par quels outils ou technologies ou process ou peu importe, on va regarder les besoins ensemble, on peut y répondre. Donc, rapidement, là, vraiment, on a vraiment montré un peu les grandes catégories, peut-être des mots qu'on entend, big data, data science, data analysis, machine learning, deep learning. Tout ça, on va voir lors de ce workshop quels sont les différents besoins et comment s'inscrivent ces différentes, on va dire, ces différents technos dans ces besoins-là. Donc, Maxime, est-ce que tu peux… Yes. Ouais. Parfait. Ok, donc, du coup, pour revenir à ça, c'est quand on se lance dans un projet. Attention ton micro, Tayeb. Ouais, c'est bon. Quand on se lance dans un projet,
Donc, on a envie de mettre en place plein de solutions de machine learning, d'infra big data, bref, on a envie de faire plein de choses. Et donc là, c'est justement le gros risque au début. Quand on lance son projet, il y a plusieurs erreurs qu'il faut absolument pas faire et c'est très important de ne surtout pas les faire et on va voir pourquoi. La première erreur que j'ai vue dans les entrepreneurs qui débutaient vraiment à l'état embryonnaire du projet, c'est de vouloir savoir absolument tout. Si on a besoin d'avoir une base de données, il faut tout connaître sur les bases de données. Si on a besoin d'avoir, par exemple, on doit gérer des grandes quantités de données, donc avoir un cluster de calcul parallèle, il faut maîtriser le calcul parallèle. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois. Il ne faut pas chercher à tout savoir. L'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui sait absolument tout faire. C'est quelqu'un qui sait là où sont ses faiblesses et qui sait demander de l'aide si jamais il n'a pas les compétences, par exemple, dans un tel ou tel domaine. Et donc ça, c'est une erreur notamment qu'on rencontre par exemple chez les entrepreneurs qui ont un background déjà plus ou moins technique, c'est de vouloir absolument tout savoir et de maîtriser sur le bout des doigts. C'est pas possible. Il y a tellement de compétences qui rentrent en jeu quand on doit créer une entreprise, quand on doit créer l'infrastructure, que c'est impossible de tout faire soi-même. Donc la première erreur, c'est de ne pas chercher à savoir absolument tout faire. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, bah, c'est pas grave. Soit on pourra les apprendre le moment où ça sera opportun, donc dans la suite, soit on pourra déléguer ça avec une autre personne. Mais il ne faut pas chercher dès le début du projet à absolument tout maîtriser, si en fait on ne pourra jamais lancer le projet. D'ailleurs, je me permets de t'interrompre, Maxime. D'ailleurs, ce cas de figure-là, tout savoir, on le voit aussi pas uniquement chez les entrepreneurs, on va dire, qui débutent, mais on le voit aussi dans une autre catégorie de personnes qu'on a chez nous qui veulent devenir data scientist, ou en tout cas qui veulent se former pour à décrocher un job en data. Ils veulent, dès le début, absolument tout savoir sur la data, devenir des experts en 6 mois. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, être opérationnel sur là où on voit qu'il est intéressant d'être opérationnel et ne pas essayer. Parce que si on veut se former sur absolument tout, on peut y passer des années et ça ne s'arrêtera jamais. Parce que le temps que vous serez formé sur une techno, on sera déjà passé à la techno suivante. Donc n'essayez surtout pas de tout maîtriser, tout savoir. Plutôt, ce que je dis moi souvent, c'est choisissez quels sont vos combats. Et en soi, c'est vrai que c'est bien de vouloir acquérir de la connaissance, de vouloir apprendre, et c'est vraiment une très bonne chose. Et honnêtement, je suis premier à dire que c'est très bien d'avoir ce mindset. Mais c'est vrai que du coup, quand on lance un projet, on n'est plus du tout dans une phase opérationnelle. On est vraiment dans une phase où là, par contre, il faut mettre en place quelque chose, une solution viable. Et c'est là où c'est vraiment différent. C'est que c'est pas en connaissant absolument tout qu'on va être capable de mettre en place. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez contre-intuitif, mais c'est vraiment la réalité, en tout cas, moi, que j'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs. Ceux qui avaient une bonne idée, enfin, ceux qui se lançaient bien dès le début, c'est ceux qui ne maîtrisaient pas tout, mais qui allaient se focus sur vraiment un point précisément, je dirais vraiment le cœur du sujet de leur entreprise. Et du coup, justement, ça revient à la deuxième erreur qui est souvent faite, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, je n'ai pas les compétences pour faire l'ensemble de mon projet, ce qui est normal, parce que tout seul, je ne peux pas tout faire. Et donc, je vais chercher à engager, par exemple, des freelances pour aller plus vite. Parce que, bon, engager des CDI au début ou des CDD, ça peut être assez compliqué quand on démarre. Donc, on cherche, par exemple, à recruter des freelances. Et là, c'est une seconde erreur que j'ai vue énormément. C'est qu'il faut savoir qu'un freelance, tout d'abord, il faut le trouver, parce que vous avez beaucoup de marketplace de freelance sur Internet. Maintenant, il faut trouver celui qui a les compétences réellement pour mettre en place le projet. Mais ça, ce n'est pas la seule chose. C'est qu'en les compétences, il faut que le freelance il soit capable de retranscrire le besoin et de bien comprendre le besoin. Et c'est vraiment pas du tout évident, que ce soit pour l'entrepreneur ou pour le freelance, de capter le besoin. C'est-à-dire retranscrire réellement un besoin en solution technique, ça demande de l'expérience, ça demande du temps et ça demande forcément des allers-retours. Donc en fait, engager des freelances, ça demande, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de travail. Parce que justement, les freelances ne sont pas là pour résoudre tous les problèmes. Ils vont répondre techniquement à une solution en particulier. Et quelque chose que j'ai assez vu, c'est en fait de mettre tous ses espoirs dans un freelance, qui est vraiment le pire. Non pas parce que le freelance est incompétent ou quoi, mais c'est parce qu'en fait, ce n'est pas le rôle du freelance. Il n'est pas là pour vraiment apporter toute la solution. Il est là pour répondre à un besoin précis, ponctuel. Donc c'est vrai qu'engager des freelances, espérer qu'ils vont pouvoir par exemple, communiquer entre eux sans les guider, c'est vraiment une erreur qui est fatale. Du coup, j'ai déjà vu des projets ratés à cause de ça. Parce que on ne peut pas engager des freelances sans les guider vraiment en profondeur, sans avoir fait une roadmap bien précise. C'est vraiment le sujet qui, pour le coup, peut être très compliqué. Donc ça, le cas des freelances, c'est vraiment une autre erreur qui vient, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les engager, mais ça ne sera pas en tout cas une solution. Si on n'a pas correctement défini les premières étapes, la première MVP du produit, les freelances ne pourront pas participer pleinement au projet. Et du coup, ça vient aussi avec cette troisième erreur qui apparaît très souvent, c'est de vouloir utiliser systématiquement du machine learning. Et ça, c'est une erreur, non pas parce que le machine learning, c'est pas bien, mais c'est parce que le machine learning,
c'est difficile à mettre en production. Un algorithme de machine learning, ce n'est pas comme un algorithme classique, ce n'est pas comme un back-end, comme un front-end. Un algorithme de machine learning, c'est très compliqué à le mettre en place. Il y a du versionning, il y a des données qui arrivent, il y a des mises à jour fréquentes. Donc, mettre en place un algorithme de machine learning, ça veut dire qu'on a déjà une idée très précise de ce qu'on veut faire. Si notre cœur de sujet, ce n'est pas forcément la data science, c'est juste, par exemple, la business intelligence de manière générale, si c'est juste de récupérer des données, de faire du web scraping, de faire des dashboards, on n'a pas besoin de machine learning. Et en fait, on se rend compte que dans beaucoup de situations, on n'a pas besoin de machine learning. Par exemple, si on veut classer des mails automatiquement, mais qu'on a 4 catégories de mails différents, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir du machine learning? Donc, est-ce qu'on a besoin d'engager une data scientist freelance qui potentiellement se voit à 500-600 euros hors taxe par jour, ce qui va coûter des dizaines de milliers d'euros, pour faire un algorithme qui, théoriquement, avec des simples recherches de mots, peut fonctionner? Donc ça, c'est ce genre d'exemple qui est très important. C'est que le machine learning, c'est vrai que c'est quelque chose de vendeur, c'est intéressant, mais il faut comprendre qu'il y a un coût qui est énorme d'investissement initial, pas que financier, en temps également, un coût énorme au début pour le mettre en place. Donc si jamais on a un algorithme, je dirais fait maison, qui n'utilise pas de machine learning et qui fonctionne à peu près aussi bien, il ne faut pas s'en priver. Donc c'est pour ça que le machine learning, on a tendance souvent à penser que ça va être la réponse à tout. En réalité, c'est aussi beaucoup de contraintes. Il ne faut pas l'oublier. Donc si jamais on peut mettre en place une solution qui est peut-être techniquement légèrement moins efficace, mais qui fonctionne tout aussi bien, il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas foncer tête baissée dans le machine learning ou alors dans le deep learning. On en parlera après, mais là, c'est encore un sujet, je dirais, encore pire. Parce que le deep learning, c'est encore pire en termes de déploiement, c'est encore plus compliqué. Et enfin, le dernier point, là, je vais plutôt regarder ceux qui ont un profil déjà technique, les devs, les data scientists, data analysts qui veulent justement faire leur boîte. C'était mon cas, notamment quand j'ai commencé. C'est de vouloir faire à l'étape numéro 1, c'est-à-dire la première version, de la faire la parfaite. La meilleure version, que ce soit la première. Ça, c'est impossible. C'est impossible. On a beau être techniquement très très bon, c'est impossible et c'est contre-productif de vouloir faire la solution parfaite du premier coup. Et là, ce n'est même pas une question technique, c'est une question de besoin. Quand on lance un projet, quand on lance une startup, c'est qu'on n'a pas encore trouvé son business model, justement. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé vraiment efficacement son business model, c'est pas possible de créer une infrastructure parfaite parce qu'elle est vouée à muter, elle est vouée à être changée. Et à partir du moment où on change une infrastructure, forcément, il va falloir déconstruire certaines choses. Le but, c'est d'en déconstruire le moins possible. Et en fait, paradoxalement, plus on cherche la solution parfaite, plus la déconstruire, donc non seulement ça fera mal parce qu'on aura passé du temps, mais en plus de ça, ça va demander encore plus d'efforts parce qu'on aura imaginé une solution initiale qui doit être déconstruite. Et quand on imagine une solution initiale qui n'est pas censée être déconstruite par la suite, ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc ça, je le dis vraiment plutôt à ceux qui ont profil dev, profil data, ne cherchez pas à faire la solution parfaite du premier coup. C'est pas grave de faire un code moche. C'est normal, on est entrepreneur, on ne peut pas vouloir faire le meilleur dès le début. On pourra se poser la question d'un code propre, efficace, performant quand on aura déjà des dizaines de clients et quand on aura déjà plusieurs personnes dans l'équipe. Mais quand on commence, il n'y a pas de honte. C'est normal d'avoir un code qui n'est pas très propre, qui ne marche pas très bien. Parce que l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui a la réponse du premier coup. C'est quelqu'un qui, justement, va tester, qui va itérer et qui va voir en fonction des réponses, qui va s'adapter. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ça, il faut vraiment être à l'aise avec cette erreur. Le fait de faire des erreurs, il faut être à l'aise. Donc, pour vraiment éviter tout ça et pour partir sur de bonnes bases, le mieux, c'est de mettre à plat son projet, de dire concrètement, voilà, d'avoir une deadline, voilà ce que je veux dans 6 mois, 1 an, voilà ce que je veux faire. Évidemment, dans 3-4 ans, j'ai beaucoup d'idées, j'aimerais faire tel projet, j'aimerais faire beaucoup de choses. Mais là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il faut que j'ai au moins cette V0 qui sorte. Et là, avec ça, on va pouvoir extraire une roadmap. Et c'est là où c'est important, parce qu'avec la roadmap, déjà, je vais savoir exactement ma V0. Donc, je vais savoir exactement de quoi je vais avoir besoin, là où je vais devoir apprendre et qui je vais pouvoir engager pour une tâche très spécifique. Donc là, déjà, juste en faisant ça, je vais potentiellement éviter de faire ces 3-4 erreurs qui sont très importantes. Donc ça, c'est vraiment le pattern que j'ai vu, je pense, le plus souvent. Le dernier, c'est plus personnel. En tout cas, moi, j'ai ressenti au début. En tout cas, les 2-3 premiers, c'est vraiment ce que j'ai vu le plus souvent chez les entrepreneurs qui se lançaient dans les projets data. Et à chaque fois, la solution, c'est vraiment de mettre à plat, de définir une roadmap et de chercher peut-être à faire moins que ce qu'on voulait au début, mais il vaut mieux faire moins que rien du tout. Ok, parfait. Donc, quelles sont les solutions? Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour partir sur une bonne base? Alors, l'entrepreneur, évidemment, si on a un projet data, vient se poser la question de l'architecture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit avoir des serveurs, on doit avoir des algorithmes qui tournent dans le cloud. Construire une infra, là, évidemment, c'est compliqué.
C'est très compliqué parce que déjà, ça demande des compétences en dev. Parce que souvent, on va devoir créer nous-mêmes son code, son back-end, son site web. Ça demande des compétences en cloud computing. Il va falloir créer des serveurs. Si en plus on a des choses un peu compliquées comme des données assez gigantesques, il faut avoir des bases de données différentes, des bases non structurées. Il faut avoir du monitoring, il faut avoir de la mise à l'échelle. Bref, il faut avoir plein de choses. Et ça, souvent, justement par rapport aux erreurs, quand l'entrepreneur il voit ça, il a envie de tout faire, d'essayer de faire le mieux, le plus optimisé. Il faut savoir que, encore une fois, au début, on doit partir sur un MVP, un produit initial qui fonctionne. Et en fait, il y a beaucoup d'outils pour construire son infra qui ne nécessitent pas d'avoir un coût d'entrée très élevé. Peut-être vous avez entendu parler du serverless, par exemple. Moi, je sais faire un peu de code Python, par exemple. Je sais faire un peu de code Python, JavaScript, mais je ne sais pas trop comment on déploie des modèles. Ça me paraît compliqué. Bon, bah, c'est pas grave. Il y a justement des outils qui s'appellent serverless dans le cloud qui permettent de déployer des serveurs juste avec du code. C'est-à-dire, je ne m'intéresse que à la partie code et je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce que je vais construire mes serveurs, comment est-ce que je vais les provisionner, comment est-ce que je vais les mettre en réseau. Donc là, je vais me concentrer à l'essentiel. J'ai besoin de stocker beaucoup de données. Bon, bah, plutôt que d'installer une base SQL qui paraît être compliquée, il y a des services, que ce soit Amazon, Google, qui permettent de créer des bases de données à très bas coût. Je prends un exemple sur Google. Si vous voulez stocker 100 gigas de données, ça vous coûtera 3 dollars. 3 dollars les 100 gigas de données, c'est pas énorme. Et donc là, pas besoin d'installer des serveurs, pas besoin d'entrer dans la complexité. Sur Google, par exemple, créer cette base de données, ça prend vraiment 2 minutes. Voilà. Donc en 2 minutes, on a une base de données sur Google. C'est la même chose sur Amazon, etc. Donc en fait, construire l'architecture, c'est vraiment la première chose à faire quand on doit faire un produit, surtout quand on fait de la data. Ce qui est important, c'est de savoir du coup, qu'est-ce que je vais mettre. Encore une fois, si jamais mon business, par exemple, c'est de faire du web scraping, je fais du web scraping, j'agrège la donnée et je la comprends, bah là, on comprend qu'on va devoir mettre en place des bots qui vont scraper des données, on va devoir mettre en place des bases de données qui vont stocker tout ça, etc. Donc là, il faut partir de l'initial. C'est quoi la base de la base? Bah, c'est d'avoir au moins des données. À partir du moment où je n'ai pas les données, ça ne sert à rien de faire des dashboards ou de faire des graphiques. Il faut au moins que j'ai la donnée. Donc la première chose que je mets en place, c'est des algorithmes de scrapping. Et là, encore une fois, donc, il y a plein de scrapping qui sont visuels, qui permettent de le faire sans ligne de code. Je ne sais pas coder, bah, c'est pas grave. Il y a des scrappers sur Scrappy Hub. Vous avez plein de produits qui vous permettent de scraper Twitter, des sites web sur Google, sans savoir coder. Ensuite, bah, cette donnée-là, je dois la mettre dans une base de données. Bah, c'est pas grave. Sur les clouds, vous avez des services sans code qui vous permettent de faire transiter d'une donnée d'une application à une autre. Et maintenant, vous dites, bah, mince, cette donnée, je dois l'agréger, je dois la transformer. Bah, là aussi, vous avez des services pour le faire. Donc, en fait, cette étape qui paraît très compliquée, on va scraper la donnée, on va la transformer et on va la restituer, on peut le faire sans code. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on peut tout faire sans code. On peut même faire avec des graphiques, des interfaces, je dirais, des pipelines, comme il en existe beaucoup en data. Et donc tout ça, c'est justement pensé pour les entrepreneurs. On n'a pas le temps en tant qu'entrepreneur de devoir coder toutes les étapes d'un pipeline de A à Z. On n'a pas forcément le temps de mettre ça en place, qu'il faut tester rapidement. Et bien là, il y a plein d'outils qui permettent de construire l'architecture très rapidement. Et donc, encore une fois, quand on est entrepreneur, il faut vraiment penser à la solution directement. Le plus important, c'est pas d'avoir la solution la plus efficace, c'est de l'avoir directement, de l'avoir tout de suite. Et donc, construire l'architecture, c'est pas forcément avoir des centaines de serveurs. Avec quelques outils qu'on a dans les clouds, on peut les avoir très facilement. Et sur le gâteau, souvent, quand vous êtes une startup, quand vous êtes entrepreneur, les fournisseurs cloud, donc Amazon, Azure et AWS, vous donnent des crédits cloud. Par exemple, Google vous donne 300 dollars par défaut, puis ça peut monter à 1000 et 3000 dollars. Amazon peut vous donner 5 000 dollars, 15 000 dollars. Azure peut vous donner aussi 10 000 dollars. Avec ne serait-ce que 1000 dollars, déjà, on peut faire beaucoup de choses sur le cloud. Donc, imaginez avec 5 ou 10 000. Donc, en fait, construire l'architecture, c'est vraiment la première chose à faire. Ça se fait assez rapidement et avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est plus vraiment une problématique. En tout cas, ce n'est plus tout réservé aux personnes techniques pour construire des archis. Évidemment, en fonction du niveau, on pourra aller plus en détail, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, construire une archi, à partir du moment où on est guidé, ça peut se faire assez facilement. Donc ça, c'était vraiment le premier point sur l'architecture qui est importante, mais qui en fait n'est pas du tout aussi rédhibitoire, aussi compliqué qu'elle l'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il fallait avoir des grosses compétences. Aujourd'hui, faire une infra, nous, c'est ce qu'on montre avec Taïeb dans nos vidéos. En fait, en 1 ou 2 heures, on peut avoir justement une infra qui va automatiquement récolter de la donnée, la traiter et l'afficher. Ce qui est quand même assez incroyable aujourd'hui.
Moi, je laisse Taïeb du coup sur une partie. D'accord. Alors, sur la partie gouvernance des données. Alors, la gouvernance des données, des fois, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot, c'est en gros comment je mets en place le nécessaire pour que j'ai une vision exacte de où sont mes données, quelles sont mes données, leur signification, quelles sont les procédures, quels sont les flux de données qui transitent dans mon entreprise et quels sont les besoins finaux. C'est un peu ça, de manière, on va dire, synthétique, la gouvernance des données. Moi, pour être honnête, c'est un peu une déformation professionnelle. J'ai eu beaucoup de clients comme grands groupes et on faisait pas mal de gouvernance de données. Et j'étais amené à penser que la gouvernance de données, c'est un luxe pour les grands groupes qui ont les moyens. Et on se rend compte que pas du tout. Parce que même la startup, dès le premier jour, il faut déjà qu'on se mette en marche pour avoir une bonne gouvernance des données. La bonne nouvelle quand on est une startup et qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que pour mettre en place un vrai framework de gouvernance des données, ça ne va pas nous nécessiter des mois et des mois de travail. Donc, on est quand même sur quelques données, on est sur des besoins très précis. Donc, mettre en place une gouvernance des données, c'est essentiel parce que si on laisse traîner, alors, on va peut-être perdre de vue notre objectif, on va pas bien maîtriser la circulation de la donnée au sein de ma boîte. Et deuxièmement, il faudra le faire à un moment donné quand on va grossir petit à petit. Et pour tout refaire, ça va pour le coup nous nécessiter des mois, voire même des fois des années. Donc, une bonne gouvernance de données, c'est vraiment avoir une vision claire de quelles sont les données dont j'ai besoin, quelle est leur signification, qui en est le responsable, quels sont les outils par lesquels transitent ces données-là, et où est-ce que je peux les trouver au sein de mon entreprise. C'est vraiment ça. Il faut qu'on ait vraiment tous les outils pour qu'à n'importe quel moment, on sache où est la donnée, où est-ce qu'elle circule. Donc ça, c'est une étape très importante, même dans les startups, parce que, en gros, surtout quand on monte une startup dans la data, notre asset principal, ça reste la donnée. Même si, in fine, on peut avoir des insights métiers, on peut avoir une appli, peu importe, mais notre asset, vraiment, c'est la data. Et si on ne la maîtrise pas à 100%, ça peut être très problématique. Parce que pour une grosse banque, un petit défaut dans un circuit, même si ça peut avoir des conséquences énormes, d'ailleurs en 2008, une des principales raisons, pas 2008, en 2008 et surtout avec ce qui s'est passé à la SOG avec Cariel, une des principales raisons, c'était qu'on ne maîtrisait pas assez la circulation de la donnée et des processus. Ça peut avoir des conséquences énormes, mais dans le cadre d'une startup, ça va vraiment aussi faire couler des business entiers. Donc, très important d'avoir une vue très précise de mes données, des flux de données au sein de ma boîte. Même si on est encore aux prémices. Ça, c'est vraiment, je le dis, je le répète, je l'ai vu à plusieurs reprises, où en fait, quand on débute, on est à milieu de penser qu'on doit formaliser vraiment tous les petits process ou un peu la circulation de mes données. On a aujourd'hui pas mal d'outils pour. On a pas mal de choses qu'on peut mettre en place assez rapidement. Donc, il faut vraiment pas s'en priver parce que ça peut nous faire éviter des erreurs et ça peut aussi nous faire éviter un gros volume de travail plus tard dans la maturité de ma boîte. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter autour de la gouvernance, Maxime. Alors, pour gouvernance, je crois que c'est un peu tout ce qu'on s'était dit. C'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident de se poser la question comment est-ce qu'on va fédérer nos données. Mais imaginez, voilà, vous faites une startup, vous commencez à avoir un peu de clients, je commence à avoir des données marketing, mes données des clients, je commence à avoir des données sur Facebook, sur Google, sur mon site, sur ma base de données clients, sur ceux que je prospecte. Bah, il y a un moment donné, il va se poser la question, comment est-ce que je suis capable de récupérer les clients que je connais, ceux que j'ai déjà prospectés. En fait, il faut être capable de reconnaître ces utilisateurs. C'est vraiment le tunnel un petit peu qu'on a quand on fait du growth. C'est être capable, cette personne-là, à partir de quel moment je l'ai récupérée et jusqu'où je l'ai emmenée. Et ça, c'est très important. Et le problème aujourd'hui, c'est que justement, avec les infras qu'on met en place, c'est un peu disparate. C'est-à-dire qu'on a des données un petit peu partout à droite à gauche. On a plusieurs produits, on a des réseaux sociaux qui nous donnent des données, on a des produits qui nous fournissent des données. Et le but, justement, c'est de centraliser tout ça. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué, une usine à gaz. Vous avez des outils comme Segment qui vous le fait très efficacement. Vous avez Airtable où vous pouvez automatiser toutes vos données dedans. Donc, en fait, il faut juste se poser la question. Là, ce n'est pas très technique, mais c'est vraiment important, on ne se rend pas compte. Mais c'est voilà, qu'est-ce que j'ai comme données, qui sont mes clients, quelles sont leurs coordonnées, on ne dirait pas, mais imaginez, vous avez demain du B2C, vous avez 200-300 clients. Bah, si ne serait-ce qu'on ne sait plus quel client on l'a eu à quel moment, etc., ça peut être très vite compliqué. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'il faut avoir en tête, qu'il faut toujours essayer d'optimiser au fur et à mesure. Et justement, parlons des outils, parce que les entrepreneurs sont très friands des outils. C'est quelque chose qui disent, et à raison, hein, parce que ça facilite la vie.
En tant qu'entrepreneur, quand on est, par exemple, data scientist et qu'on a envie de faire une boîte de prédiction, de scoring, de segmentation, quand on veut faire une boîte dont le cœur du sujet, par exemple, c'est le machine learning, c'est des prédictions, c'est de l'analyse prédictive, par exemple, on a envie de faire directement du code, de faire directement des choses assez complexes. Il faut absolument éviter ça. Non pas parce que c'est une mauvaise pratique, hein, parce qu'encore une fois, au début, il faut produire très rapidement et rien de mieux qu'utiliser les outils. L'entrepreneur, il doit avoir à disposition plein de bons outils qui vont lui faciliter la tâche. Les meilleurs outils, ce pas forcément les plus complexes ou les plus complets, c'est vraiment ceux qui vont répondre très précisément à leurs besoins. Je prends par exemple, nous, à Blend, pour revenir à la centralisation des données, à un moment donné, on s'est posé la question, bon, on a des infos un peu à droite à gauche, on aimerait centraliser les données, on aimerait savoir quel client, quel utilisateur fait partie de quelle formation, etc. Parce que des fois, c'était un peu brouillon. Bon, ben, on a cherché des outils, et au final, on est parti sur un outil très simple, équivalent à Excel, qu'on pouvait automatiser avec Airtable. Donc en fait, on avait plein de solutions très complexes avec Segment, avec Rudderstack qui faisaient vraiment des usines à gaz. Et en fait, on s'est rendu compte que le plus efficace, c'était pas le plus complexe, mais c'était celui qui permettait qui était le plus simple à manipuler. Et en fait, c'était Airtable. Donc il y a plein de cas comme ça où ça arrive. On se rend compte qu'en fait, le meilleur outil, c'est pas le plus complexe, c'est celui qui répond le plus aux besoins. Donc il faut savoir s'entourer d'outils qui sont très pratiques. Par exemple, si on veut faire du machine learning, si on doit faire tout le pipeline machine learning, extraire cette donnée, la collecter, la transformer, faire un modèle, l'optimiser, etc. Bon, si vous voulez faire du code Python, là, il faut faire une formation data scientist. Si vous avez un peu de connaissances, donc vous n'êtes pas forcément un féru de la data, mais que vous savez un petit peu comment ça fonctionne, bah, on peut s'orienter vers des outils comme par exemple Dataiku. Dataiku, c'est un outil où c'est majoritairement du visuel. Et en fait, ça vous permet, comme on peut le voir, de créer des pipelines. Par exemple, un pipeline, voilà, ça va extraire les images d'un dossier, ça va faire de la reconnaissance d'images, ça va faire tel traitement et ça va calculer les prédictions. Tout ça sans code, c'est-à-dire sans code de ma part. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Avec Dataiku, par exemple, on peut faire des pipelines, on peut entraîner, déployer des modèles très rapidement. Avec, par exemple, Dialogflow sur Google, on peut créer des chatbots sans devoir coder une seule ligne de code. Et donc, justement, tous ces outils-là, ils sont extrêmement importants. Il ne faut pas perdre de temps à développer ses propres outils pour des besoins qui sont concrets, ponctuels. Il faut vraiment pas hésiter à s'entourer d'outils qui sont très utilisés. Donc ça, après, justement, on pourra en reparler. Nous, on fera d'autres workshops sur tous les outils parce qu'il y en a plein. Que ce soit les outils de data management, de gouvernance, de centralisation, d'automatisation aussi. Il y en a des très bons dans ce domaine-là. Donc, on fera sûrement une présentation une autre fois sur tous ces outils. Mais là, encore une fois, il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qui existe. Et très souvent, les outils sont soit open source, soit gratuits, soit peu chers. Je prends par exemple Airtable, nous, ça coûte $10 par mois. Donc, c'est vraiment très peu cher par rapport à tout ce que ça nous apporte, comment ça nous aide. On peut avoir beaucoup d'outils intéressants à très bas coût. Rapidement, un petit point sur les outils. Pour compléter les propos de Maxime, Maxime, il parlait voilà, d'outils, par exemple, Dataiku, qui nous permettent vraiment d'aller à l'essentiel et de ne pas vraiment tout coder en termes d'algo ou en termes d'extraction de l'information. Évidemment, là, on est dans un cadre où on est une startup, on vient de commencer, on n'a pas beaucoup de temps, on doit aller vite et on doit répondre à un besoin. Mais au fur et à mesure qu'on devient mature, au fur et à mesure qu'on avance, évidemment que petit à petit, il y a certains outils qui ne sont plus valables. Dans le sens où, à un moment donné, si on veut vraiment être une vraie une start-up, en tout cas mature, qui fait des machine learning, à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas vraiment mettre en place une infra solide, quelque chose de vraiment avec tu vois, des freelances ou des personnes à l'interne, qui vont vraiment mettre en place des choses beaucoup plus, on va dire, solides. Donc là, ce dont on parle, c'est vraiment lors d'un démarrage, soit d'une activité, soit le démarrage d'un module ou d'un business en particulier. Et ça, c'est un peu comme tout, comme aussi pareil pour la gouvernance, on commence vraiment par mettre en place des petites briques, et une fois qu'on est mature, une fois qu'on sait où est-ce qu'on va, une fois qu'on a les compétences, on a le bagage pour, ben là, on peut mettre des choses beaucoup plus structurelles. Alors justement, un des objectifs très souvent quand on est entrepreneur dans la data, c'est de vouloir mettre en place des algorithmes prédictifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, comme je l'ai dit auparavant, mettre en place des algos prédictifs, c'est très compliqué. Déjà, il faut avoir des compétences en statistique, il faut avoir les données, et ensuite, il faut savoir déployer et monitorer tout ça. Déployer un modèle de machine learning, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. On ne rentrera pas dans le détail, mais c'est vraiment à la fois des problématiques de code, des problématiques de statistiques qui rentrent en compte, et d'automatisation. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être très compliquées. Si on doit mettre en place un algorithme prédictif, il faut le faire parce que vraiment, ça apporte quelque chose.
Non seulement parce que déjà, il y a beaucoup d'outils qui font des fois plus ou moins la même chose, notamment sur le cloud ou des sites web qui permettent de le faire. Donc, si on doit mettre du temps justement à implémenter un algorithme prédictif, c'est que ça en vaut la peine. Ça veut dire vraiment qu'il y a une plus-value. Et donc là, dans ce cas, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut se concentrer plus que sur l'infra ou ce qu'il y a autour. Mais encore une fois, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas perdre de temps à être trop justement sur la partie algorithme prédictif, à être trop focus sur ce sujet-là, parce que derrière, il y a beaucoup d'autres problématiques. Un entrepreneur, il doit vendre, il doit communiquer. Il ne peut pas passer 100% de son temps, par exemple, à mettre en place l'algorithme. Et pourquoi je mets ça? Parce que je fais un parallèle avec notamment les algorithmes d'apprentissage profond. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus parce que si un algorithme prédictif de machine learning, je dirais classique, c'est compliqué à déployer, un algorithme profond, donc de deep learning, s'il ne plaît vraiment à déployer, c'est vraiment très compliqué déjà parce qu'à déployer, évidemment, il faut des serveurs qui tiennent la charge, parce que des fois, les algorithmes profonds, le temps de prédiction, c'est entre 1 et 2 secondes. Si jamais on veut que ça soit assez rapide, il faut mettre des serveurs en parallèle. Donc ça, déjà, c'est compliqué. Il faut des montées en charge, il faut du load balancing. C'est très compliqué à mettre en place. Et entraîner un réseau de neurones, ça coûte de l'argent. C'est impossible d'entraîner un réseau de neurones sur son PC. À moins d'avoir une carte graphique qui coûte 3 000 $, entraîner un réseau de neurones sur son PC, c'est impossible. Donc forcément, on va devoir provisionner des serveurs. Ensuite, il y a aussi les compétences. Un algorithme de deep learning, c'est très compliqué à mettre en place. Il faut prendre du temps, il faut passer du temps, il faut avoir de l'expérience. Donc là aussi, est-ce que ça vaut le coup de mettre un algorithme profond? Il faut savoir que souvent, on entend en parler dans les médias ou un petit peu partout que le deep learning, c'est un peu magique, ça résout tous les problèmes. Là, comme on le voit à l'écran, par exemple, c'est un algo de reconnaissance d'image. Ça paraît magique. On a l'impression que ouais, ça labellise absolument tout, ça marche super bien. Pour arriver à un algo comme ça, il faut des journées entières de travail. C'est vraiment des journées entières de travail. C'est de l'argent dépensé aussi, parce que pour entraîner ce genre d'algorithme, c'est des centaines d'heures d'entraînement et de parallélisation. Donc en fait, très souvent, quand on se lance dans un business où justement une prédiction par réseau de neurones, c'est le cœur du sujet, il faut faire très attention. Parce qu'en réalité, c'est très compliqué à mettre en place, c'est très long. Et donc, avant d'avoir un produit viable, forcément, il faut avoir un investissement financier et en temps pour justement le mettre en place. Donc vraiment, là, c'est plutôt un point d'attention, faire attention avec les algorithmes profonds. Souvent, on a l'impression que c'est magique et en fait, on peut tout résoudre. Faut juste être en garde que malheureusement, ce n'est pas magique et que pour les mettre en place, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, toujours se poser la question du ROI. Est-ce que par rapport à ce que je veux faire, ça vaut le coup? Est-ce que je peux me dire que je vais passer 3 mois juste sur le réseau de neurones pour quelque chose qui va me rapporter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros? Est-ce que je n'ai pas d'autres sujets qui peuvent justement me permettre de me développer plus rapidement? Ça, c'est vraiment le point d'intention. Évidemment, l'objectif, c'est pas de vous dissuader de faire du deep learning ou du machine learning. L'objectif vraiment de ce qu'on est en train de dire, c'est si vous le faites, c'est qu'il faut quand même que votre business nécessite absolument de le faire. Si demain vous lancez un business dans les voitures autonomes ou peu importe, vraiment dans la computer vision, vous êtes obligé quelque part de passer par là. Même si on peut toujours avoir des solutions assez alternatives quand on commence ou utiliser un peu des solutions déjà toutes faites. Mais vraiment, le message à retenir vraiment, c'est que avant de se lancer dans des choses qui, de premier abord, peuvent paraître assez, on va dire, faisables, ont des implications qui sont assez conséquentes. Donc, si vous partez sur du deep learning, il faut que vous soyez sur un business qui nécessite absolument le deep learning et pas autre chose. Le recrutement. Alors, le recrutement, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet pour les startups pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on est startup, en général, ou quand on veut lancer son projet, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et la deuxième chose, c'est que même quand on a les moyens, quel profil, on doit comprendre exactement quel profil correspond à mes besoins. Et ça, aujourd'hui, soit nous, on le voit, pas que pour les startups, même pour les grosses boîtes, on le voit, il y a une vraie incompréhension des besoins versus les profils associés. C'est-à-dire que nous, on a eu on travaille pas mal avec des recruteurs, avec des grosses boîtes qui recrutent, qui nous consultent. On a des personnes dont le besoin est clair et net, qui ont besoin, par exemple, d'un data analyst et qui nous demandent des data scientists. On a des personnes claires et nettes, ils ont besoin d'un data engineer, ils sont en train de pousser pour avoir un data scientist avec 10 ans d'expérience. Donc, il y a tout un sujet autour du recrutement. Donc, quand on lance son projet, c'est pour ça que je pense que le plus important, c'est avant de se lancer dans le recrutement, c'est comprendre le besoin. Ce qu'on avait dit au début, et je pense que c'est le plus important. Quand je dis besoin, c'est vraiment mon besoin le plus évident et le plus urgent dans un premier temps.
Une fois qu'on a compris le besoin, il faut comprendre des choses dans les profils data. Nous, on estime qu'un profil data, ou même un profil data scientist, ça veut dire beaucoup de choses. On ne peut pas aujourd'hui se dire qu'un data scientist est équivalent à un data scientist. Chaque data scientist a ses propres compétences, a ses propres, on va dire, spécificités, et c'est sur ça qu'on doit jouer. Par exemple, si vous êtes une boîte qui travaille sur du texte, vous ne pouvez pas juste recruter un data scientist. Vous devez recruter un gars qui est expert en NLP, ou en tout cas qui a des très bonnes compétences en NLP. Et ça, j'aime pas trop le mot expert, ça veut tout rien dire. Si vous êtes du texte, n'allez pas chercher un data scientist qui a tout fait. Cherchez un gars qui a bossé sur des projets où il a fait du NLP. Ça, c'est hyper important. Si vous êtes sur un sujet, on va dire, un sujet algorithmique assez évident, donc assez facile, entre guillemets, mais que vous avez vraiment une architecture, tu vois, qui est assez conséquente, là, allez chercher des data scientists qui ont beaucoup plus de compétences en DevOps, mise en production. Des data scientists qui vont vous permettre non seulement de répondre à votre besoin en termes de prédiction, algorithmique, mais aussi qui vont faciliter la mise en production de vos algos au sein de votre application. Il ne faut vraiment pas aller chercher vraiment des mots-clés un peu généralistes, comprendre bien son besoin et aller chercher des personnes qui ont fait des projets vraiment similaires sur les technos et sur les sujets similaires à vos besoins. Ça, c'est un truc qu'on le voit, encore une fois, sur là, les profils un peu généralistes. Et on verra au fur et à mesure que les années avancent que le mot même de data scientist ou même data ingénieur, il s'effacera au fur et à mesure. Et qu'on voit d'autres sujets comme NLP scientist, deep learning spécialiste. Il y a plein de choses qui sont en train d'apparaître. Il y a un autre métier aussi qui est en train d'apparaître, mais ça, c'est un peu aujourd'hui, on va dire, le Graal dans la data. C'est un peu ce qu'on appelle un machine learning engineer. Machine learning engineer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une personne, c'est un profil qui va prendre le besoin, qui va répondre aux besoins, il va mettre en place les algos pour rendre aux besoins, et qui va tout faire la chaîne bout en bout jusqu'à la mise en production. C'est un peu un data scientist versus data engineer versus DevOps qui va vraiment vous faire un projet de A à Z. Il ne faut pas l'entendre non plus comme il a la boule magique où il va travailler tout seul dans son coin et va vous ramener la vérité. Évidemment que ça nécessite par l'itération, donc soit avec les métiers, avec les fondateurs, avec vous, mais les compétences du ML Engineer, c'est qu'il peut vraiment vous accompagner de bout en bout dans le cadre de votre projet. Donc, ML Engineer aujourd'hui, c'est des compétences qui sont assez rares. On est en train de petit à petit de voir ce métier s'intégrer sur le marché. Et je pense que dans quelques années, ce sera de plus en plus fréquent. Maxime, tu as d'autres trucs à dire sur le recrutement? Alors non, tu as très bien t'as tout dit. C'est vrai que le plus dur, en fait, que ce soit à la fois comme candidat ou comme entrepreneur, c'est vraiment d'exprimer le besoin concrètement. Et là, quand on recrute quelqu'un, c'est vraiment le sujet utile pour nous. J'ai vraiment mis un petit peu ce que j'estime les 9 métiers, les 9 profils plutôt qui interviennent le plus quand on fait des projets data au sens large. Évidemment, maintenant, on n'a pas tous besoin de ces 9 métiers dans tous les projets. Certains vont être plus demandés que d'autres, mais concrètement, je dirais qu'on a un peu tous ces profils qui gravitent quand on parle de projet data. Ça paraît compliqué. Maintenant, la question, c'est qui est-ce qu'on est-ce qu'on a besoin d'un data scientist, d'un DevOps, d'un back-end dev, d'un front-end dev? Et c'est là où c'est très compliqué. C'est encore une fois, tout va se jouer en fonction de la roadmap qu'on aura définie au début. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, on pense qu'on va prendre un data scientist ou un ML engineer et qu'il va tout nous faire. Ou là, on prend un architecte cloud et qu'on pense qu'il va nous faire notre infra de A à Z. Malheureusement, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, c'est plusieurs profils qui travaillent en collaboration. Le front et le back-end, ils vont travailler ensemble, potentiellement avec le data scientist qui va lui faire le modèle de machine learning, par exemple, si c'est un business de scoring ou d'analyse prédictive. Et en fait, le fait d'avoir plusieurs profils qui interviennent, c'est très compliqué. Et on ne peut pas en fait mettre tous nos espoirs entre guillemets dans une seule personne. Ce que j'ai déjà vu, de prendre un freelance, on a l'impression qu'il est un peu touche à tout et on lui demande de tout faire. Ça, justement, c'est le gros risque. Donc, le plus important, c'est un petit peu d'isoler, voilà, concrètement, moi j'ai besoin d'un front, d'un back. Par exemple, je dois faire au moins une petite plateforme, même s'il n'y a pas de data derrière, au moins une plateforme. Bon, bah, je sais que j'ai besoin d'un front et d'un back. Je sais que j'ai besoin d'avoir des développeurs qui font un back-end et un front-end. C'est le minimum. Après, je peux rajouter un data scientist si j'ai besoin de faire des modèles de machine learning. Mais là, le but, c'est vraiment d'extraire parmi tous ces métiers celui dont vraiment j'ai le plus besoin. Vraiment celui qui va mettre la V0 en production. Donc, c'est vraiment, je pense, les 9 profils qui apparaissent le plus souvent dans les projets data. Après, nous, justement, on essaie d'expliquer au fur et à mesure
en fonction de la maturité du projet, là, il faudrait plutôt un front-end, un développeur front, là, il faudrait plutôt un ML engineer, là, il faudrait un architecte cloud. Donc après, évidemment, en fonction de la maturité, de l'étape du projet et des besoins, on va plutôt prendre un profil en particulier. Mais donc, c'est vrai que la question de recrutement au sens large, elle se pose. Non seulement il faut savoir qui je vais recruter, comment je vais le recruter, à quel moment et pourquoi. Donc, c'est plein de questions qu'il faut répondre, justement. Et évidemment, l'entrepreneur, il n'a pas la réponse au début. C'est pour ça que nous aussi, on les accompagne un petit peu, on leur donne des outils pour y voir clair dans tout ça. Exactement, il y a plusieurs approches, comme j'avais dit, quand on est une startup ou quand on a un projet qu'on vient de commencer, on a, on n'a pas énormément de moyens, donc il y a plusieurs possibilités. On peut aller chercher des personnes un peu moins expérimentées qui peuvent très très bien faire le travail. Ça, il faut vraiment sortir de ce schéma de j'ai besoin de 10 ans d'expérience pour pouvoir réaliser un projet. Et on peut aussi aller voir en dehors de la France. En Ukraine, par exemple, il y a des choses qui se passent qui se sont très 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 bien. On peut avoir des personnes aussi qui sont un peu en collaboration, en partenariat. On peut mettre en place pas mal de choses. Nous, un peu ce qu'on fait avec les entrepreneurs, startups qu'on accompagne, c'est qu'on leur essaie vraiment d'optimiser au maximum leurs besoins versus leur profil. Et ça, il n'y a pas un seul schéma que le schéma, on va dire, connu, où voilà, j'ai des ans d'expérience, je peux faire un projet, je suis junior, je suis capable de faire pas beaucoup de choses. Il faut vraiment s'ouvrir l'esprit, surtout quand on a une startup, on n'a pas le choix, on est obligé. Donc, il faut vraiment voir tout ça de manière très apaisée et surtout de manière ultra. On doit vraiment faire confiance à nos besoins et à la personne qu'on va engager, même s'il n'a pas 10 ans d'expérience. Alors là aussi, c'est un dernier point important pour terminer vraiment tous ces piliers, c'est de savoir détecter les opportunités et les tendances. Là, quand je dis tendance, c'est pas forcément les opportunités business, ça peut aussi être des opportunités en termes de choix marketing, de choix de solutions. Par exemple, peut-être vous avez entendu parler au mois d'août, il y a eu un nouveau modèle de génération de texte fait par OpenAI qui s'appelait GPT-3. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, c'était un modèle qui avait des très bonnes performances. Et il y a quelqu'un d'assez doué. Il l'a utilisé et en fait, il a été capable de générer entièrement un blog avec des centaines d'articles. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, parmi ces articles, il y en a un qui a été cité par TechCrunch, donc qui est quand même une grosse base, un gros blog en ligne, et ce qui a permis de générer mais x10 en termes de trafic sur son site. Alors après, il l'a fermé, il a expliqué, mais en fait, vous voyez que c'est ce genre de choses, ce genre de petites opportunités de tendance qui sont incroyables. C'est pas très compliqué à mettre en place. Lui, quand il avait présenté justement dans les articles médiums comment il avait fait, et ça a permis de générer son trafic x10. Et justement, après, il a expliqué comment il l'a fait, et en fait, c'était une grosse visibilité pour lui. Donc là aussi, détecter les opportunités, c'est vraiment de voir les quick wins qu'on peut mettre en place. Par exemple, un chatbot. Vous avez dit, bah voilà, j'ai plein de personnes qui m'envoient des messages avec la même demande. Bon, bah, je vais mettre un chatbot. Sauf que plutôt que d'engager un data scientist et tout, bah, en se renseignant un peu, on se rend compte qu'on peut créer un chatbot en ligne de code avec certains outils. Bon, bah voilà, on met en place le chatbot, on apprend comment on fait, on apprend deux, trois trucs, on se forme pendant quelques heures et c'est bon. Donc, c'est vraiment toutes ces petites opportunités qui sont extrêmement importantes. Il ne faut pas, dès qu'on a envie de mettre en place une nouvelle brique, quelque chose, pas que ça soit très contraignant si ce n'est pas dans une roadmap qui a été définie avant. Toutes ces petites astuces, ces petites opportunités peuvent vraiment apporter beaucoup de choses au business. Et là, encore une fois, c'est là où l'entrepreneur est très fort, c'est de savoir repérer ces petits arbitrages qui vont être vraiment très utiles. Alors, sur les opportunités de marché, on va dire. Aujourd'hui, alors, il faut savoir déjà qu'en tant que porteur de projet ou si vous voulez vous lancer, les opportunités, elles sont forcément partout. Même dans les pires moments, on peut toujours identifier des opportunités et se lancer et surfer sur la vague. Après, aujourd'hui, de manière très claire et sans réinventer la roue, on voit bien que dans le domaine de la médecine, bioinformatique, medtech, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. La contrebalance de ça, c'est que les données de santé, c'est hyper compliqué. Nous, on a accompagné pas mal de startups qui sont dans la santé. Il y en a quelques-unes qui ont arrêté, qui n'a pas pu continuer à cause des données de santé. Elles n'avaient pas assez de données, on leur promet pas mal de choses. Après, on revient sur les décisions. Il y a un vrai sujet sur les données de santé. En France, voilà, on peut faire tout un débat, un workshop sur la protection des données et spécifiquement les données de santé, mais c'est assez compliqué en France.
Mais pourtant, quand même, je reste persuadé qu'en santé, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a un autre secteur aussi où il y a de plus en plus enfin, il y a des opportunités, où en tout cas aujourd'hui les acteurs commencent à s'y mettre. C'est tout ce qui est donc compliance, donc que ce soit dans les banques, dans l'assurance, ou même dans d'autres structures. Donc aujourd'hui, les acteurs commencent réellement à se rendre compte de l'importance de la data dans ce genre de secteur. Et du coup, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place là-dessus. Sur les marchés, en fait, ça, c'est pas un marché, mais c'est plus, on va dire, une application, en tout cas, de la data, qui, depuis le début, a été vraiment parmi toujours les plus appliquées. C'est tout ce qui est détection de fraude. Donc, pas forcément compliance, ou vraiment détection de fraude de manière générale. Là, c'est vraiment un sujet sur lequel on peut toujours trouver des opportunités intéressantes. Après, comme j'avais dit au début, les opportunités, en tout cas de marché, de business, elles peuvent être vraiment partout. Il faut vraiment. Par contre, si vous avez une connaissance, une expertise quelque part, que ce soit un métier, une expérience dans un certain domaine, il faut absolument, enfin, si vous lancez, il faut vraiment essayer d'en profiter au maximum. Parce que pour lancer une startup, pour lancer une boîte, il n'y a pas mieux que de bien connaître le métier et bien de connaître le marché. Ensuite, si vous voulez explorer des nouveaux secteurs, ben ça, il n'y a pas mieux que le test et de foncer vraiment comme les yeux fermés. Voilà, merci déjà pour les besoins que vous avez exprimés. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, comme j'avais dit au début, c'est qu'on a recensé les différents besoins que vous avez exprimés dans les questionnaires. On a essayé de les répondre un par un. Évidemment, on n'est pas allé au plus loin possible sur les différents topics parce qu'on n'a forcément pas le temps en 1 heure. Maintenant, on va passer à la deuxième partie où là, je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Alors, la question, je vais prendre par ordre chronologique. Car quel indicateur te permet de savoir si oui ou non tu peux utiliser du ML? Je ne sais pas si on peut parler d'indicateurs. Moi, je parlerais beaucoup plus de ROI business. ROI, c'est un mot, c'est un indicateur qui veut dire beaucoup de choses. C'est en gros, est-ce qu'aujourd'hui, pour ton business, c'est ce qui te rapporte du chiffre ou c'est qui est vraiment essentiel? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Et si vraiment je suis obligé de faire du ML, si je ne fais pas du ML, en fait, mon ROI il est carrément faible. Et donc, c'est ce genre d'indicateur qu'il faut se poser. Surtout quand on est dans une startup ou quand on vient de se lancer son projet. Bon, ce qu'on essaie vraiment de dire et de partager, c'est que faire du ML pour faire du ML, c'est l'erreur qu'on a vu plusieurs fois avec plusieurs entrepreneurs qui, parce que ça les intéresse pour plusieurs raisons, je vais faire du machine learning, je vais faire du prédictif, je vais faire du prédictif. Ok, mais est-ce que ton ROI business, est-ce que ça te rapporte du cash? Est-ce que c'est ce qui va faire que tu vas acquérir de plus de clients? Et c'est ce qui va faire, qui va vraiment te permettre d'accélérer ton business. Si c'est ça, c'est le meilleur indicateur, c'est ton ROI business. Si tu ne sais pas ça, bah, il faut plutôt que tu vois qu'est-ce qui va optimiser ton ROI. Alors, pour la réponse, la question de Aliou. Donc, pour un étudiant en data science, comment être opérationnel pour une entreprise, une technologie à connaître ou autre? Ok, ça c'est une très bonne question parce que même si, ok, là, on n'est pas dans le cadre de décrocher un job, mais je vais répondre rapidement, c'est une question très importante. Malheureusement, aujourd'hui, une grande majorité, je dirais même tous les cursus académiques, universités, écoles, tout ce qu'on veut, ne répondent pas aux besoins, en tout cas, ne répondent pas clairement aux besoins des entreprises. On va justement tout miser sur voilà, toutes les technologies du deep learning. Évidemment qu'il faut les savoir, qu'il faut les connaître, mais il faut toujours les mettre en perspective par rapport à un besoin d'entreprise. Et c'est pour ça aussi que nous, dans nos formations, on a beaucoup d'étudiants qui sont très calés en data science, en deep learning, en machine learning, etc. Parce qu'ils se rencontrent à la sortie d'école ou à la sortie d'université qu'au final, les entreprises, elles ne comprennent pas vraiment le besoin des entreprises. Elles ne comprennent pas vraiment comment ils vont appliquer toutes les connaissances qu'ils vont avoir dans le cadre de leur cursus. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pas
Le cursus n'est pas quelque chose qui est à jeter à la poubelle, au contraire, ça donne des bases très solides. Mais maintenant, il faut aller compléter ce parcours par mettre en perspective les connaissances qu'on a acquises dans le cadre d'une entreprise. Et même quand je dis ça, une entreprise, ça ne veut tout rien dire. Parce qu'en fonction d'une entreprise à une autre, on peut avoir des besoins différents. En fonction de la maturité de l'entreprise, en fonction de la taille de l'équipe, en fonction de plein de paramètres, on peut avoir des besoins différents. Mais le fait de toujours essayer de mettre en perspective ces connaissances à des besoins spécifiques, c'est quelque chose qui doit être vraiment dans les mécanismes et dans l'équipe intellectuelle des data scientists ou des salariés de manière générale. Et je trouve que c'est vraiment une vraie faiblesse dans le cursus académique en France, quand même. Elle, Magid, à quel moment pouvons-nous dire que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne le choix des technologies? Moi, je vais donner ma réponse. Après, je vais laisser Maxime aussi donner sa réponse. Moi, je pense que c'est un peu comme, c'est un peu la même chose que dans le business. Quand on voit que c'est trop compliqué, moi, j'estime que c'est pas la bonne solution. Quand c'est la bonne solution, tu le sens, tu sais que c'est évident. Tu vois. Quand tu vois que ça devient trop compliqué, quand je dis compliqué, c'est pas compliqué techniquement, ou que ça devient trop, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'interlocuteurs, il y a beaucoup de dépendances. À un moment donné, tu te dis, waouh, je suis peut-être dans une usine à gaz et c'est peut-être pas la bonne solution pour le moment. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai été aussi confronté à souvent ce problème-là, c'est à me dire quel est le choix optimal, la meilleure techno utilisée. Bon, la réponse, en fait, c'est qu'il n'y en a pas de meilleure techno. La meilleure techno, c'est celle qui va être rapide à mettre en place. Pas forcément. Enfin, la question du coût, elle n'est pas forcément pertinente parce que des fois, on préfère payer deux, trois fois plus cher, mais d'avoir quelque chose de très efficace. Pour moi, les critères importants, c'est est-ce qu'on peut le mettre rapidement en place? Est-ce que ça me donne les features, les outils que je veux? Est-ce que ça me donne les insights dont j'ai besoin? À partir du moment où j'ai ça, moi, j'arrête. Par exemple, je prends pour les bases de données, hein. Si j'ai une base de données et je me rends compte qu'au bout d'un moment, ça ne me suffit pas, ben, j'en passe à une autre. De toute façon, les données aujourd'hui, par exemple, on peut toujours les transférer, les exporter. Donc vraiment, pour moi, la première contrainte, c'est le temps. Si je mets trop longtemps à installer une technologie, à l'utiliser, à la prendre en main, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas fait pour moi. Et ensuite, je regarde, est-ce qu'elle répond vraiment à mes besoins? Si elle fait au moins ce que je veux avec des petits trucs en plus, ça passe. Mais le but, c'est qu'il ne faut pas s'orienter dans l'outil le plus compliqué ou le plus complexe. À partir du moment où ça répond à 100% aux besoins les plus primaires que j'ai, après, le reste, c'est du plus. Donc, c'est vraiment les deux critères, le temps d'installation, le temps de configuration, de prise en main. Est-ce que ça répond vraiment à mes besoins les plus cruciaux? Karl, pour répondre à ta question pouvons-nous avoir un listing des outils présentés en fait, on va faire vraiment un workshop dédié aux outils parce que c'est un vrai sujet, c'est un sujet hyper important pour voir les différents outils, quels outils sont en open source, quels sont les plus faciles à mettre en main, à prendre en main. Donc, on fera un workshop dédié là-dessus et on vous tiendra au courant. Alors, quels sont les avantages, différences, inconvénients entre AWS, Microsoft Azure et Google Cloud? Voilà, en vrai, il n'y a pas vraiment de différence avantage. Je dirais que de ce que j'ai vu en pratique, Google Cloud, il est quand même plus orienté startup, moyennes entreprises, alors que AWS Azure, il vise très large. AWS, par exemple, c'est 30% non, c'est même plus de 30% des parts du marché, je crois, lui tout seul. Donc en fait, Azure et AWS sont quand même assez, assez ouverts, ils visent un peu tout le monde. J'ai très rarement vu du Google Cloud dans les grandes entreprises. Pas même jamais, hein. En tout cas, dans certaines du CAC 40, j'en ai vu aucun utiliser Google Cloud. Et justement, pour refaire la question après de Amadou, quelle plateforme cloud on conseille pour un débutant? Bah justement, je pense que si jamais on n'est pas trop technique et qu'on veut commencer, le mieux c'est de prendre du Google Cloud. Parce que je pense que c'est celui qui restitue l'information de la plus épurée possible. C'est celui qui est le plus facile à prendre en main. Et en plus, on a des crédits pour commencer, donc c'est pratique. Si on s'oriente vers du Azure ou AWS, on est déjà sur des plus gros providers cloud, dans le sens où, par exemple, sur AWS, si on veut lancer un serveur, il faut spécifier une configuration réseau, il faut spécifier des images, bref, il faut spécifier plein de choses. Alors que sur Google Cloud, on peut très rapidement déployer des applications sans justement se poser des questions sur la partie, on va dire, la partie serveur, sur la partie infra. Donc vraiment, moi, je conseille plutôt Google Cloud pour ceux qui débutent parce que c'est vraiment le plus facile à prendre en main. Après, je dirais que si on a la capacité à apprendre et que ça ne nous fait pas peur, il ne faut pas hésiter, par exemple, à faire du Azure ou AWS. Honnêtement, entre les trois, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Là, encore une fois, ça va dépendre de vos besoins.
Alors, tout en haut, une question. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui va avoir une startup dans le domaine autonomous driving? Vos formations sont online ou bien en présence? Et combien vaut une formation chez vous? Alors, faut savoir que... Ouais, je te laisse répondre, Tayeb. Moi, c'est déjà le premier conseil que je te donne, c'est spécifier un peu plus ton besoin. Qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux faire dans l'autonomous driving? On peut faire beaucoup de choses. Tu vois. Qu'est-ce que tu es sur le hardware, tu es le software, tu es sur quoi? Tu es sur des capteurs, tu es sur des softwares de computer vision. Spécifier un peu plus ton besoin et même toi, tu vas nourrir ta réflexion par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'autonomous driving. Ensuite, les formations, nos formations, elles sont toutes en ligne. Nous, on a une audience qui est composée, comme j'avais dit, d'entrepreneurs, de data analysts, de data engineers, de data scientists, voilà, de plein de profils qui ont fait, demandent vraiment un format plus flexible. Et du coup, tu étais en ligne. On a une plateforme en ligne avec des vidéos, avec des ressources, avec des projets, avec beaucoup de choses. Vous allez avancer à votre rythme, quand vous voulez, et vous restez, garder les ressources à vie dans le cadre de votre parcours. Et puis les formations, ça dépend. Nous, le parcours classique, c'est 1500 euros. Ok. On a répondu à toutes les questions? Non, il y a une dernière question. Que conseillerez-vous pour réaliser un chatbot? Alors ça, c'est une bonne question. Alors déjà, ce que je déconseillerais, c'est de le faire soi-même. Ça, c'est clair que faire son propre chatbot en Python ou en JavaScript, c'est une très mauvaise idée. Encore une fois, pas parce que on n'a pas les compétences, parce que ça prend un temps absolument monstre. C'est très compliqué de créer un chatbot. C'est parce que en dehors de l'algorithme de machine learning qui va fournir les réponses, voilà, il faut créer une notion de contexte et ensuite il faut l'intégrer ce chatbot. C'est-à-dire qu'il faut l'intégrer soit sur Messenger, soit sur son site. Donc ça veut dire qu'il faut faire un back-end, il faut avoir un serveur web qui accepte les réponses. C'est vraiment très très compliqué. Il y a plein d'outils, par exemple sur Amazon vous avez Lex, sur Google vous avez Dialogflow qui permettent justement de mettre en place des chatbots juste en se concentrant sur l'essentiel, c'est-à-dire quel est le contexte, quelles sont les phrases d'entraînement, les phrases réponses. On perd pas de temps à mettre toute l'infra parce qu'en vrai, chatbot, ce qui est compliqué en dehors de l'algorithme prédictif, c'est également de mettre en place l'infra, l'intégrer également. Il faut mettre des webhooks, il faut mettre des API REST. C'est assez compliqué si jamais on veut faire une première version. Donc si, à moins que le chatbot ça soit le cœur du sujet de l'entreprise, si c'est un chatbot par exemple, pour récupérer les commandes, par exemple si c'est un chatbot pour faire des réservations automatiques à des restaurants, si c'est pour prendre des réunions, des rendez-vous, si c'est pour avoir un service client, là il faut plutôt passer par une solution managée où on a juste à rentrer les informations sans coder, parce que là sinon ce serait une perte de temps absolument énorme. Karl, la formation libre DIF, DIF, tu veux dire peut-être CPF? Oui, les formations elles sont éligibles au CPF. DIF, c'est plus dans le cadre d'une entreprise. Et là, soit directement, c'est finançable par une OPCO ou par le programme de formation en interne de l'entreprise. Mais CPF. Proposer une formation pour s'accompagner dans le cadre d'une création d'entreprise. Ça, c'est un vrai sujet, c'est une bonne question, la question de Mazo. Parce que comme j'avais dit, aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui viennent se former chez nous et après, ils nous demandent de manière récurrente du coaching. Du coaching dans le cadre de la création d'entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'on envisage, mais il faut que le projet match avec le projet match, il faut vraiment qu'on est sur le dessus. On n'a pas une offre pour ça, mais on le fait avec des personnes, avec quelques personnes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous pour votre présence. J'espère que ça vous a aidé, ou en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a un petit peu montré les erreurs à éviter. S'il y en a qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, aller sur nos sites, voir un peu les différentes les formations qu'on propose. On arrivera avec du nouveau bientôt, que ce soit en termes de workshop ou de formation. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée.